Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle session sur la partie Identity Days. Session donc où on va parler de la protection des identités dans Azure Active Directory, comme c'est marqué, mais pas que, parce qu'effectivement la notion des identités, elle ne se résume pas à un simple Azure AD. On va voir que la AD locale est aussi très très important. Donc de mon côté, je suis Jean-François Berenguer, je suis directeur des opérations pour Progélis, MVP Microsoft depuis maintenant 13 ou 14 ans, et je co-anime aussi un meet-up qui s'appelle Azure DevOps, qui est basé à Aix-en-Provence. Et pour cette conférence, donc, je suis accompagné de Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Bonnet. Donc, je suis architecte technique chez Progélis également. Je suis speaker, auteur chez ENI et formateur chez Lini Learning. Ouais, je vais dire que je fais pas mal de cloud. D'où le cloud first, mobile first. Donc, effectivement, tout ce qui va toucher à la mobilité et au cloud. Donc, l'agenda de cette session, on va faire une très très rapide introduction sur les concepts et de l'intérêt effectivement de gérer les identités. Si vous avez suivi les conférences de la journée, vous avez pu voir qu'il y avait plein de conférences super intéressantes, des scénarios d'attaque en direct live et tout ce genre de choses bien sympas. Donc là, on va juste reprendre quelques concepts et surtout, ce que l'on va voir derrière, c'est quels outils on peut utiliser pour protéger les identités qui sont au cœur, en définitive, effectivement, de toute cette partie sécurité du système d'information. On va parler donc du MFA, d'accès conditionnel, la protection et surveillance des identités, la gestion des habilitations, et ensuite les outils pour faire les analyses et investigations. Vous verrez que à chaque fois, on va juste présenter très rapidement les solutions et on passera beaucoup plus de temps à faire les démonstrations. Donc, n'hésitez pas pendant la session à poser des questions dans le chat, puisque vu qu'on est deux à animer cette session-là, pendant qu'il y en a un qui parle, l'autre regarde ce qui se passe dans le chat. Donc, tout d'abord, petit rappel effectivement sur les concepts. On utilise souvent ce schéma-là et cette slide-là pour bien repréciser les choses et pour bien identifier où se trouvent en définitive les identités que l'on manipule. Si on regarde la partie Office 365, donc qui est sur la droite, on voit qu'en définitive, donc ce que l'on a, c'est que les services Office 365, donc ce sont des services en mode SaaS, et qui viennent s'appuyer sur une structure qu'on appelle le tenant, et donc le tenant qui héberge l'annuaire Azure Active Directory. Et en définitive, donc cet annuaire Azure Active Directory, si vous êtes habitué à le manipuler un petit peu, on sait que soit vous pouvez créer des objets directement dans cet annuaire-là, soit on va avoir des objets qui vont être synchronisés depuis des AD locaux. Et typiquement, par rapport au schéma de gauche ici, on pourrait avoir de cette manière-là X domaines AD locaux qui sont synchronisés et dont les informations remontent vers le tenant Azure Active Directory. Donc pourquoi on reprend ces concepts dans cette slide-là? C'est bien pour préciser qu'en définitive, lorsqu'on va être sur un environnement Microsoft de type cloud, donc Office 365 ou Azure, parce que vous voyez que les services PaaS Azure aussi ont besoin d'un tenant pour pouvoir se connecter et s'authentifier. C'est bien de vouloir sécuriser tout ça. Mais en définitive, on voit que les identités, elles partent d'en bas, elles partent des domaines locaux. Donc, à partir du moment où on va vouloir sécuriser les identités, il va falloir travailler au sens très large et donc sécuriser les identités, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, et surtout ne pas oublier effectivement l'AD locale. Alors, pourquoi on parle de l'AD locale? Parce qu'on se rend compte qu'en définitive, aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la sécurité. C'est historique, c'est quand on intervient nous pour faire des audits chez nos clients, on s'aperçoit qu'on a des fois des domaines ou des forêts AD qui sont issus de migration. Des fois potentiellement l'origine même c'est du NT4 qui a basculé en 2000 et on se retrouve ça maintenant en 2019. Donc avec tout un tas de mises à niveau au fur et à mesure, donc sans forcément la sécurité qui va avec et qui a été montée au fur et à mesure. Et on se rend compte aussi que finalement monter un AD, c'est devenu tellement simple et tellement trivial que qu'on le monte en 3 clics et qu'on se pose pas forcément la question de le sécuriser.
Du coup, ben, c'est devenu la cible privilégiée de de tous les scénarios d'attaque. Donc, avec, ben, par exemple, sur les petites illustrations qu'on a là, la recherche de mouvements latéraux, hein, c'est-à-dire comment je fais une fois que j'ai compromis un compte ou un poste, aller récupérer des informations sur les comptes suivants. Ah, je vois que vous avez perdu le partage d'écran, on dirait. Ouais, on voit plus ton écran, Jeff. Alors, je vais le repartager. Hop. Je sais pas pourquoi il a disparu. Voilà, on est reparti là-dessus. Voilà, donc des attaques de type Shadow DC, des attaques de type Golden Ticket. Et la liste qui est en dessous, là, ce sont de très grosses attaques qui ont eu lieu ces dernières années. Et elles ont toutes réussi parce que c'est l'AD local qui a été ciblée. Donc, on va voir qu'en définitive, lorsqu'on va mettre en place des dispositifs de protection et de surveillance et de contrôle des identités, il va bien falloir penser que dans un environnement de type Microsoft, voilà, on parle de l'Azure AD, mais évidemment ne pas oublier les AD locaux. Donc, si on regarde un petit peu comment se déroule une attaque typique, bien souvent, ça part évidemment d'un utilisateur qui est ici sur la gauche, qui va soit recevoir un mail, soit et après ce mail-là, il va ouvrir la pièce jointe ou il va cliquer sur une URL qu'il faudrait pas. Et du coup, à partir de là, l'attaque va démarrer. Donc, on va commencer par avoir quelque chose donc de malveillant qui va s'installer sur le poste, qui va commencer à exécuter du code, potentiellement à télécharger d'autres choses et continuer à exécuter du code. Le but clair et avéré, c'est de compromettre l'utilisateur qui a sa session. Une fois que l'utilisateur il a été compromis, à partir de là, il va y avoir tout ce qu'on appelle les tentatives d'attaque par mouvement latéral. L'idée, c'est d'aller voir si par hasard sur cette machine-là, il n'y a pas eu d'autres personnes qui se sont connectées, et entre autres d'autres personnes qui auraient des privilèges un peu plus élevés. Par exemple, le technicien du helpdesk. À partir du moment où j'arrive à trouver ce type de profil-là, je vais m'occuper de ce compte-là et je vais essayer de le compromettre. Et à partir du moment où je l'ai compromis, ensuite, je vais rechercher partout dans le domaine sur quelle machine ce technicien de helpdesk s'est connecté. Et il y a de grandes chances qu'à un moment donné, je tombe sur une machine sur laquelle il s'est connecté, ainsi que un administrateur du domaine ou quelqu'un qui a de très très forts privilèges, et ainsi de suite. Comme ça, je vais escalader tout ça pour arriver ensuite jusqu'à prendre la main sur la base des identités. Et du coup, après, on fait ce qu'on veut. Hein. On peut faire de l'exfiltration de données. On va être capable de faire de l'usurpation d'identité, tout un tas de choses diverses et variées. Donc, le but de tout ça, on voit que, évidemment, en amont, il faut se prémunir sur tout ce qui est malware phishing. Il faut se prémunir ensuite de tout ce qui se passe sur le poste. Mais surtout, il faut être capable de voir ce qui se passe sur les identités. Alors, un malware et un phishing, bien souvent, on a les plateformes qui vont les détecter assez rapidement. Ce qui se passe sur le poste, si vous avez un antivirus qui est à jour, c'est pareil, on devrait pouvoir normalement bloquer ce genre de choses-là. Par contre, ce qui se passe sur les identités, c'est beaucoup plus compliqué à regarder si on n'a pas les outils qui vont bien. Pourquoi? Parce qu'un compte il peut être compromis et en définitive, on s'en rend pas compte et on s'en rendra compte que éventuellement quelques temps après. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de contrôler en permanence les activités de ces identités-là, de renforcer la sécurité sur ces identités-là. Donc on va parler juste après, mettre du MFA, mettre de l'accès conditionnel, de s'assurer que les identités n'ont pas plus de privilèges que ce qui serait nécessaire. Et surtout, il n'est pas nécessaire d'être administrateur global des annuaires ou des tenantes en permanence. Hein, peut-être qu'il est nécessaire juste d'avoir des privilèges à un instant T et pendant un instant donné. Ensuite, il va nous falloir donc regarder toutes ces identités-là, identifier des comportements anormaux, donc du coup savoir ce que c'est qu'un comportement normal aussi pour un utilisateur, peut-être mesurer le risque, et en fonction du risque et du score de risque de l'utilisateur, mettre des règles en pratique, comme quoi, par exemple, à partir d'un certain score de risque, peut-être forcer l'utilisateur à changer son mot de passe. Voilà. Donc, on va travailler sur tous ces sujets-là. Et ensuite, on verra évidemment que pour que les identités soient gérées, soient sécurisées, il va falloir très certainement disposer d'outils qui vont être capables de nous faire de la corrélation d'événements et de l'analyse plus poussée que ce que l'on pourrait faire, nous, à la main. Voilà, donc ça c'était une rapide introduction sur les concepts. Oui, petite précision, ça c'est un guide qu'on préconise très 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 fortement. Donc c'est le guide de l'ANSSI sur les recommandations pour sécuriser vos environnements AD locaux.
Donc ça, si jamais vous êtes admin système, si vous êtes SecOps et que vous avez dans votre périmètre d'activité des annuaires de type Active Directory, je vous préconise très fortement de lire, de regarder ce qui se fait dans ce document-là. Et donc là-dedans, vous verrez qu'il y a tout un tas de préconisations et d'actions à mener pour renforcer la sécurité sur votre AD local. Donc ça, franchement, c'est absolument indispensable à faire. Parce que je dis là, aujourd'hui, on se rend compte que voilà, c'est vraiment le maillon faible de la sécurité dans les systèmes d'information. Nico, je te passe la parole. Merci. Donc effectivement, on va voir tout ce qui est MFA et accès conditionnel. Alors le MFA, effectivement, finalement, on n'a pas besoin d'avoir de l'Azure AD Premium pour mettre en place du MFA. Mais par contre, l'accès conditionnel, on va voir que on peut avoir, il faut de l'Azure AD P1, voire du P2. Alors pourquoi mettre en place l'accès conditionnel? Parce que je vais pouvoir en fait autoriser ou bloquer l'accès en fonction d'une certaine condition. Est-ce que tu peux juste passer, s'il te plaît, Jeff, à la slide suivante? Merci. Donc effectivement, moi je vais vouloir mettre en place des applications cloud de style SharePoint, de style OneDrive, Exchange. Mais par contre, je vais pas non plus ouvrir l'accès à tout le monde. C'est pas non plus la porte ouverte. Donc je vais vouloir m'assurer que les personnes qui se connectent, elles respectent certaines contraintes de sécurité, comme par exemple le MFA, comme par exemple le fait que un utilisateur, quand il se connecte, s'il y a un risque, alors je vais mettre une condition, je vais peut-être bloquer l'accès, ou je vais peut-être demander à ce que le mot de passe soit initialisé, ou voilà, etc., etc. Donc je vais vouloir comme ça mettre en place certaines contraintes. Donc on a différentes conditions, comme la localisation. On va pouvoir par exemple dire que la stratégie s'applique que si j'ai tel rang IP, ou que si je me connecte depuis tel pays. On va avoir différentes conditions. Donc on les verra. On peut également dire que la stratégie s'applique que à Exchange et pas à SharePoint ou à toutes les applications. On a une nouveauté qui est apparue il y a quelques mois, c'est le reporting. Alors pourquoi c'est une super fonctionnalité? Parce que avant on activait la fonction, on activait en fait la stratégie, mais on n'est pas obligatoirement avant de l'activer, on ne savait pas qu'est-ce que ça allait donner. Aujourd'hui, en fait, on va pouvoir passer en mode reporting et donc on va pas obligatoirement bloquer l'accès, par exemple, si on fait un blocage de l'accès, on aura juste effectivement dans un premier temps au niveau de l'audit le résultat et on va pouvoir suivre comme ça si effectivement la stratégie répond bien à nos besoins. Et une fois qu'elle répond à nos besoins, on va pouvoir l'activer. Alors, on va voir un petit peu, donc je vais prendre la main, je vais partager mon écran. Donc, partage d'écran, si j'y arrive. Partage d'écran, oui. Vous voyez mon écran? Encore. Attends, je vais arrêter de... Ah, voilà, c'est mieux. Ça va arriver là. Donc là, vous devez voir mon écran. Ouais, c'est donc, bon. Là, je suis connecté sur Azure Active Directory Admin Center, donc aad.portal.azure.com. Donc, je suis connecté à mon tenant Azure, c'est le MS E5, donc j'ai l'Azure P1 et P2. Si je vais dans All Services, j'ai ici Azure AD Security et j'ai Conditional Access. Donc, j'ai créé deux accès conditionnels, une pour Exchange Read Only et une pour SharePoint Read Only. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est juste, je dis juste, voilà, les membres de ce groupe, donc un groupe Azure AD, mais j'aurais pu prendre un groupe synchronisé, ça marche pareil. Donc, les membres du groupe Azure AD auront un accès en lecture seule dès lors qu'ils se connectent sur une IP connectée en France. Donc, si je regarde ma première stratégie, elle s'applique bien au groupe AAD-Continual Access-Exchange. Alors, j'aurais pu m'appuyer sur un rôle ou uniquement pour les utilisateurs externes. Moi, j'ai voulu m'appuyer vraiment sur un groupe. Je lui ai dit que ça s'applique uniquement à Exchange. Et une fois de plus, je vais retrouver toutes mes applications. Voilà, je vais retrouver toutes mes applications qui sont présentes dans Azure. Dans Azure AD, pardon. La condition,
Donc ici, ma condition, je vais toutes les retrouver. Donc ici, user risk et sign in risk, ça nécessite de l'EMS E5, hein, donc de l'Azure ADP 2. Donc ça va vraiment être une condition qui est basée sur un risque. Donc risque de connexion ou risque au niveau utilisateur. Je m'appuie également sur tout ce qui est device platform. Donc est-ce que c'est de l'Android, l'iOS, etc., etc. Moi, j'ai plutôt pris l'emplacement. Donc, au niveau de l'emplacement, on a deux possibilités. Soit on s'appuie sur une IP, soit on s'appuie sur un pays. Donc, ce sera toutes les IP de ce pays-là. Donc, moi, j'ai pris la France. Mais j'aurais pu très bien en prendre un autre pays sans aucun problème. Une fois que j'ai fait ça, hop, pardon, je suis allé un peu trop loin. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ici coché dans Session Use App Enforced Restrictions. Et bien sûr, j'ai ici appliqué ma stratégie. Alors, il n'y a pas que cette configuration, puisqu'il y a également une configuration à faire au niveau de l'admin SharePoint, du portail d'administration de SharePoint. Et au niveau d'Exchange, il y aura une commande PowerShell à exécuter. Alors, je l'ai plus en tête, mais je pourrais vous la donner. Vous me contactez, je vous la redonnerai. Je l'ai pas en tête. Juste pour ceux qui le feront, la commande va s'exécuter. La mise en place, vraiment la prise en compte du paramètre, puisqu'on va pas passer un paramètre à on, ça va décider un peu de temps. Donc voilà, si vous l'avez pas de suite, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça prend quelques minutes. Hein. Moi, ça a pris peut-être 10-15 minutes à peu près. Et après, le paramètre a été appliqué. Donc, j'ai appliqué ça au groupe. Si je regarde mon groupe, en fait, il est ici. Allez, donc ici. Donc, j'ai qu'un seul utilisateur dedans. Et on va voir, en fait, ce que ça donne vraiment. Donc, si je me connecte maintenant sur la boîte mail de l'utilisateur, donc je vais y aller. Donc, ici, je suis sur la boîte mail de l'utilisateur. J'ai un mail ici. J'ai envoyé un mail à l'utilisateur. Et je peux voir qu'effectivement, hein, il est en lecture seule. Donc, si je double-clique dessus, je n'ai plus la possibilité d'imprimer. Juste le temps que ça arrive. Ça ne saurait tarder. Bon, j'ai plus les options d'impression. Ça y est, non, ça va pas. Bon, j'ai plus les options d'impression. Ok. Je peux effectivement répondre, le forwarder, mais je ne peux pas effectivement l'imprimer. Et si je vais dans le document, là, ce sera pareil. J'aurai pas les options d'impression. J'ai toujours effectivement ici mes restrictions et je ne peux pas imprimer mon document. Donc mon document est vraiment en lecture seule. Il est protégé. Donc voilà une des choses qu'on peut faire avec l'accès conditionnel. On peut faire plein d'autres choses, mais voilà, j'ai voulu prendre un cas qui sort un peu de l'ordinaire. J'active le MFA, voilà. Donc j'ai voulu prendre un cas un peu particulier et voilà, celui-ci me semble bien. C'est une des manières de protéger ces documents. C'est pas la seule, loin de là, mais en tout cas, typiquement, je protège assez facilement mes documents. En tout cas, l'utilisateur se retrouve avec des documents, une boîte aux lettres en fait qui est en lecture seule. Et ce sera la même chose pour SharePoint. Il sera également en lecture seule. Jeff, pardon, pour moi je te laisse la main si tu veux continuer. Ok, donc là c'était effectivement donc pour montrer voilà un des moyens donc de sécuriser les identités, c'est effectivement dans un premier temps de s'assurer qu'elles soient pas compromises, ça c'est ce qu'on va voir juste maintenant, et surtout dans le cas où elles auraient été compromises, donc de s'assurer que éventuellement du coup la personne qui a récupéré ces credentials ne puisse pas faire grand chose avec. Hein, comme on dit toujours, le risque c'est la probabilité multipliée par l'impact. La probabilité que des credentials soient compromis, ainsi de suite, on pourra jamais la faire tendre vers zéro. Il y aura toujours des moyens de le faire. Par contre, effectivement, là, du coup, je diminue l'impact parce que même si le compte il a été compromis, du coup, voilà, si je ne me connecte pas avec les bonnes conditions, je ne peux rien faire.
Excuse-moi, juste, je veux répondre à la question, est-ce que l'emplacement n'est pas un peu trop facile à falsifier? Oui, clairement, avec un VPN, en fait, je passe sur une IP française ou une IP autre que française, je peux le falsifier. C'est un exemple que j'ai pris et j'aurais pu en prendre d'autres. Voilà, c'était juste pour répondre à la question de Bruno. Ouais. Oui, clairement, clairement. Ok. Donc là, du coup, maintenant, si on parle un petit peu plus, donc protection et surveillance des identités en elles-mêmes, l'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être, donc, on a vu de les protéger, mais surtout de détecter tout événement qui serait en relation avec nos identités. Donc, soit tentative, soit alerte, soit pire, du coup, incident de sécurité, et de voir de quelle manière on peut gérer ce type d'événement-là, avec une réponse après manuelle ou automatique en fonction des dispositifs qu'on va mettre en œuvre. Donc l'idée c'est identifier les comportements anormaux et à risque, identifier les menaces, protéger si possible donc de manière proactive, et ensuite disposer d'outils basés sur la corrélation. Donc pour ça, on va utiliser nous ici et on va vous parler de deux outils. Un premier outil qui s'appelle Azure Active Directory Identity Protection. Donc ça, clairement, c'est un outil qui va nous permettre de mesurer le niveau de risque sur les utilisateurs et sur les connexions, et en fonction de ce niveau de risque, de pouvoir déclencher un certain nombre d'actions et d'opérations. Typiquement, le niveau de risque, c'est quelque chose que je peux inclure dans l'accès conditionnel dont Nico vient de vous parler. Donc, on va parler donc ici de Azure AD Identity Protection. Et le deuxième dont on va parler, donc c'est alors quelque chose qui il y a encore quelques jours s'appelait Azure AD ATP pour Advanced Threat Protection, et qui maintenant devient donc Microsoft Defender for Identity. Donc, juste pour information, donc des ATP, on en avait 3 à l'époque. On avait Office 365 ATP, Defender ATP et Azure ATP. Là maintenant ATP ça n'existe plus. Maintenant c'est Microsoft Defender. Donc maintenant on a Microsoft Defender for Identity, Defender for Endpoint et Defender for Office 365. Donc là avec Defender for Identity, ce que l'on va faire, c'est que l'on va mettre en place tous les outils qui vont être capables de contrôler ce qu'on appelle les comportements anormaux. Donc du moment que je veux contrôler des comportements anormaux, ça veut dire que l'outil va être pendant un certain temps en auto-apprentissage pour détecter ce qui est la normalité. Et après, à partir de là, dès qu'il y a quelque chose qui sort de la norme, il va être capable donc de nous déclencher une remontée d'informations. Chose importante aussi, c'est que cette solution-là, même si elle s'appelle donc Azure, si elle s'appelait Azure, mais que maintenant donc Defender et que c'est quelque chose qui est dans le cloud, on va voir qu'il y a une solution, donc il y a un bout de cette solution-là que l'on va déployer sur nos contrôleurs de domaine locaux, de manière à contrôler tout ce qui se passe aussi en local. Pour information aussi, si vous connaissez un petit peu ce type d'outil, avant dans la suite EMS, donc il y avait une plateforme qui s'appelait ATA, alors qui existe toujours, mais qui va arriver en fin de support début d'année prochaine. Donc là, c'est clairement maintenant ce que l'on préconise, c'est de déployer ce type de solution. Alors, comment se présentent ces outils? Le premier donc que je vais utiliser ici, c'est la partie Identity Protection. Donc là, je suis sur mon portail Azure dans la partie Azure Active Directory. Et lorsque je suis, je vais retourner. Voilà. Donc je vais dans Azure Active Directory, je vais dans sécurité. Voilà. Et à partir de là, donc ici, j'ai la partie donc Identity Protection qui est là. Voilà. Donc c'est ici que je vais être capable de configurer certaines policies, certaines règles pour le niveau de risque des utilisateurs et des authentifications. Et après, en fonction de ce qui se passe, je vais avoir ici des rapports qui vont m'afficher que, attention, j'ai des utilisateurs dont le risque, le score en termes de risque vient de monter. Donc là, typiquement, j'ai Avril Dalton qui a fait un certain nombre de choses qui n'étaient pas très très conseillées, et automatiquement donc son risque vient d'augmenter. Donc si je regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, on voit que globalement, je vous dis ici j'ai simulé donc une connexion depuis des adresses IP anonymes. Donc ça c'est facile. C'est un petit conseil d'ailleurs si vous déployez cette solution-là, donc Azure Identity Protection, il faut la tester. Il faut être sûr que ça vous remonte des alertes. Donc pour ça on a tout un tas de petits scénarios de test qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, mais qui permettent de tester si les mécanismes réagissent bien et envoient des alertes.
Donc là, pour une adresse IP anonyme, ben, c'est tout simple, hein, j'utilise Tor. Et depuis Tor, ben, j'essaie de me connecter au portail Office et automatiquement, donc ça me donnera une adresse anonyme et ça me fait monter mon niveau de risque. Donc ça, c'est un des moyens donc d'utiliser et de contrôler ici ce niveau de risque-là. On verra dans un deuxième scénario qu'en définitive, après, derrière, je vais être capable de pouvoir faire des investigations, comme ici à droite, quand il y a marqué Investigate with Azure ATP. Donc ça, c'est pour la partie Identity Protection. Maintenant, ici, je vais passer sur la partie donc qu'on appelle Defender for Identity, donc anciennement Azure ATP. Et là, on voit que ce que j'ai fait ici, c'est que voilà, dans les sources, ici j'ai un service d'annuaire. Donc ça, c'est un domaine local qui est sur une VM. Et pour contrôler ce qui se passe aussi en local, je vais déployer ce qu'on appelle des sensors ou des capteurs. Donc, je viens sur cette interface ici. Là, je récupère, donc je télécharge un fichier d'installation avec un fichier JSON de description. Je vais sur mon contrôleur de domaine, j'installe l'application en question, j'utilise la clé qui est ici, et à partir de là, mon contrôleur de domaine, vous voyez ici, là, il est connecté à mon environnement, donc Defender Identity. Et du coup, s'il se passe des choses bizarres sur mon domaine, et ça va me remonter ici en termes d'alerte. D'accord? Donc là, bah, typiquement, hein, j'ai lancé un script depuis un poste client pour faire ici ce qu'on appelle reconnaissance d'adresse IP du protocole SMB. Donc, j'utilise tout ce genre d'informations là, et vous voyez que c'est automatiquement détecté et remonté dans mon interface. Maintenant, ce qui se passe ici, automatiquement, je vais le retrouver après dans mes différents tableaux de bord de gestion des incidents. Voilà, donc ici, je viens sur le portail security.microsoft.com et le temps que ça s'affiche, on va voir que l'incident que j'ai généré tout à l'heure, l'alerte qui était remontée ici, je la retrouve ici, voilà, en termes d'incidents, dans mon interface de gestion des incidents. Et donc, à partir de là, ben, je sais qu'il s'est passé des choses. Évidemment, c'est l'effet des mots. Donc, le temps de le relancer. Donc, on va voir ce qui s'est passé, un certain nombre de choses par rapport à cet incident. Alors, par rapport à la terminologie, quand on parle de sécurité, on fait la différence donc entre des alertes et des incidents. Des alertes, ce sont des événements qui se produisent. Par contre, le cumul d'alertes va déclencher un incident. Et qui dit incident de sécurité dit nécessité d'intervention humaine pour traiter l'incident. Bon, il veut pas me l'afficher, c'est pas grave. Je vais passer à autre chose. Donc voilà. Donc globalement, on a deux interfaces pour gérer ce dont on a parlé. Ici, je suis dans Azure AD et j'ai la partie donc Identity Protection qui va me permettre donc de configurer mes stratégies de risque et ensuite d'avoir les rapports sur est-ce que j'ai des risques qui ont été détectés, est-ce que j'ai des risques sur l'authentification, des risques sur des utilisateurs. Et ici donc j'ai la partie Microsoft Defender for Identity qui va me servir à télécharger le sensor, le déployer sur mon contrôleur domaine et me remonter ici des alertes. Je vais changer d'environnement. Je vais passer sur un environnement où j'ai pas mal d'alertes. Voilà. Donc ça, c'est un environnement de démo qui est fourni par Microsoft, sur lequel c'est un vrai cauchemar pour les équipes de sécurité parce qu'il se passe plein de choses. Et là, on va voir que du coup, là, je vais avoir des vraies alertes qui sont remontées. Voilà, je vais prendre une première alerte qui est ici et qui va être. Donc là, en gros, c'est un scénario qui reprend un petit peu la chaîne que je vous ai montré tout à l'heure. Comme quoi j'avais un malware ou un phishing qui est arrivé sur le poste d'un utilisateur, du code qui s'est installé et ensuite toute l'exploitation qui en a été faite. Donc ça, c'est la première alerte qui m'indique attention, ok, il y a un malware qui a été reçu. J'ai une deuxième alerte. Donc ça, cette alerte-là, elle est remontée par la partie Defender for Office 365. Donc avant, on appelait Office 365 ATP. J'ai une deuxième alerte ici qui va être remontée par l'antivirus, donc par Defender for Endpoint, donc l'antivirus qui est sur le poste, où là, il va me dire, attention, sur ce poste-là, j'ai du code malveillant qui a été exécuté. Alors, le temps que les tableaux de bord se rafraîchissent, ça va arriver.
Donc juste pour répondre, je sais pas si Aïfa a vu la réponse. En fait, il n'y a plus d'équivalent on-prem. C'est aujourd'hui effectivement Defender Identity qui vient prendre la place d'ATA on-prem. Donc même si vous avez une full on-prem, il vous faut obligatoirement ça. Voilà, donc ici sur ce portail ici, Microsoft Defender Security Center, donc ça c'est le portail qui est sur la partie Defender for Endpoint. Donc je vois que en gros ici j'ai une alerte comme quoi potentiellement j'ai du vol de credentials depuis mon fichier, depuis ma base de données de mon Active Directory. Et là, ce que je vais voir, c'est que remonter par mon Azure ATP, donc maintenant qui s'appelle, il va falloir que j'y arrive, Microsoft Defender for Identity. Là, on va voir que sur le contrôleur de domaine, il s'est passé tout un tas de choses. Voilà, vous voyez que là, il s'est passé des attaques à n'en plus finir sur mes environnements AD locaux. Donc en gros là, ici j'ai 3 portails qui me remontent 3 alertes différentes. Là, déjà, bon, on voit qu'il se passe des choses, mais par contre, pour avoir de la corrélation, en tant que, voilà, si je dois faire la corrélation, c'est un petit peu compliqué. Et donc pour ça, et c'est là que on va retrouver tout l'intérêt des solutions Microsoft que l'on va utiliser. Là, je vais sur le portail security.microsoft et on va voir que l'intelligence artificielle qu'apporte Microsoft dans ses solutions permet de faire de la corrélation d'événements et surtout de dire, attention, vous avez eu cette alerte-là, récupérée par un environnement, vous avez cette alerte-là récupérée par un deuxième environnement, cette alerte-là récupérée par un troisième environnement, plus tout un tas d'autres alertes, mais ça devient un incident de sécurité. Et on va voir que lorsque l'incident de sécurité il va bien vouloir s'afficher, je vais être capable de remonter. Voilà. Donc là ici j'ai cet incident ici qui s'est affiché, donc j'ai déjà cliqué dessus. Et vous voyez que cet incident en définitive c'est la corrélation d'une trentaine d'alertes. Et je vais être capable donc comme ça de remonter la liste de toutes les alertes et de voir ce qui s'appelle la timeline de manière à pouvoir identifier que vraiment il s'est passé pas mal de choses. Donc si je regarde un petit peu toutes les alertes ici qui sont cumulées autour de cet incident, on va retrouver la partie voilà le SMB que l'on a vu tout à l'heure. On va retrouver l'énumération qui est ici, on va retrouver le malware. Voilà, on voit que tiens attention, il y a un Mimikatz quelque part qui a été déployé. Donc vous voyez toutes ces actions là en définitive qui sont issues de X points du système d'information. Ben, le système avec l'intelligence artificielle qui est posée dessus, il est capable de faire de la corrélation et derrière, ben, je vais être capable de pouvoir creuser et de pouvoir faire donc de l'investigation un petit peu plus poussée. Donc, si je vais sur mes alertes, donc là, j'ai mon alerte qui est ici. Voilà, donc je pourrais prendre n'importe quelle ici alerte et avoir du détail sur l'alerte en question. Donc là, non seulement je vais disposer de la liste des alertes, mais vous voyez qu'ici, après, en haut, j'ai toujours la possibilité aussi de voir quels sont les devices qui ont été impactés, quels sont les utilisateurs qui ont été impactés. Et là, typiquement, si je vais voir sur mon utilisateur, ben, je vais avoir un peu plus de détails sur l'utilisateur en question, voir si cet utilisateur-là, c'est un utilisateur à privilège, si c'est un utilisateur qui est passé à risque, et donc je vais être capable de faire toute l'analyse associée à mon utilisateur. Donc voilà, en l'occurrence ici, c'est une utilisatrice, donc Barbara. Je vois qu'elle a un score quand même qui est assez élevé en termes d'alerte par rapport à l'entreprise. Ici, je vois toutes les opérations que cette utilisatrice a fait dernièrement, avec entre autres ici, tiens, authentification depuis une adresse IP à risque, exécution tentative d'exécution de code sur le poste, forwarding d'email. Donc là, on voit que ça cumule. Hein. Donc il y a de grandes chances que là, du coup, cette utilisatrice-là, elle se soit fait piéger sur son compte et qu'il y a quelqu'un qui s'en sert à sa place. Donc vous voyez, de cette manière-là, après, je suis capable donc, de remonter jusqu'à l'identité de mon utilisateur et de voir un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui est fait. Voilà. Et à partir du moment où, ici, le risque de l'utilisateur il est passé sur un seuil particulier, si on rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure sur la partie Azure AD Identity Protection, je pourrais automatiquement, avec de l'accès conditionnel, bloquer les accès de cette utilisatrice avant que ça devienne trop conséquent. Donc, vous voyez deux choses qu'on a utilisées ici. Donc, Azure AD Identity Protection et maintenant donc Microsoft Defender for Identity, qui vont me permettre de
mesurer les niveaux de risque et d'agir par rapport à ce risque-là. 2, de détecter tout ce qui est comportement anormal pour ensuite pouvoir me déclencher des alertes et après, avec les outils d'analyse qui sont à ma disposition, de faire de la corrélation d'alerte et du coup pouvoir faire du traitement. Voilà, donc j'en ai fini sur cette partie-là. Nico, je te repasse la main sur la partie gestion des habilitations. Il reste 10 minutes, les gars. Ouais, t'inquiète. Donc, effectivement, un point très important, les habilitations, puisqu'on va vouloir effectivement reproduire ce qu'on a en prémisse dans le cloud, c'est-à-dire vraiment le moins de privilèges. Alors, il reste 10 minutes, donc je vais aller directement à la démo, si vous voulez bien. Je vais arrêter le partage et partager mon écran. Hop. Je vais essayer d'aller vite. Alors, je vais effectivement vouloir, donc comme je l'ai dit, octroyer le moins de privilèges possible. Et pour ça, tant que juste que je trouve là. Et pour ça, en fait, je vais faire en sorte que l'utilisateur puisse effectivement faire des tâches d'administration, mais ces tâches d'administration, il va falloir qu'il demande le droit et que je lui octroie le droit. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'un utilisateur se connecte en tant qu'administrateur et garde ce droit d'administrateur général tout le temps. Parce que si jamais le compte est compromis, le pirate se voit octroyer des droits assez élevés. Donc pour ça, on va avoir Azure PIM pour Privileged Identity Management, qui permet effectivement de gérer ces comptes privilèges. Donc c'est de l'Azure AD P2 au niveau de licence. Donc je suis toujours sur Azure Activatory Admin Center. Quand je vais dans All Services, j'ai ici Azure AD PIM. Je vais aller au niveau de Azure AD Role, puisque je peux soit gérer les ressources Azure, soit les ressources Azure Activatory. Donc là, moi, je vais gérer les ressources Azure Activatory. Je vais dans Assign Eligibility. Et je vais retrouver l'ensemble de mes groupes, de mes rôles Azure Activatory, dont ceux que moi-même j'ai créés. Alors, je vais prendre celui-ci, par exemple. À ce niveau-là, je vais pouvoir dire que telle personne est éligible à demander ce rôle-là. Éligible, ça veut dire qu'il n'a pas ce rôle, il a besoin de faire une action, il va me demander, et moi, je vais lui approuver, en fait le fait qu'il possède ce rôle-là. Donc, si je vais dans Settings, qu'est-ce que j'ai comme autorisation? Ici, j'ai le nombre maximum en heures, dès lors que je lui octroie dès lors il fait la demande d'accès à ce rôle-là, il peut le faire pour une durée de 4 heures maximum. Je veux obligatoirement une justification. Je requiers obligatoirement le MFA et je nomme un ou plusieurs approbateurs. Donc dès lors que je demande, l'approbateur va se voir arriver la demande et va dire oui, j'approuve que Gaëtan ou que Nicolas possède le droit de AAD Read Only. Et donc de ce cas-là, j'aurai ce rôle-là. J'ai également toute la partie assignment ici. Voilà. J'ai pas mal de paramètres. Je vais essayer d'aller vite. Pareil sur la partie notification. Je vais pouvoir également recevoir des notifications comme quoi, attention, il y a eu un rôle qui a été assigné ou autre. Donc j'en ai quelques-unes. J'essaie de vous montrer vite fait qu'est-ce que ça donne. Je vais essayer ici me connecter. Donc je suis avec mon compte utilisateur. Mon compte n'a aucun droit. S'il veut bien. Non, il veut pas. Si, il va vouloir. Donc, il n'a aucun rôle affecté. OK. Je vais aller dans tous les services, dans PIM, dans mes rôles. Voilà. Donc ici, j'ai bien effectivement le rôle pour lequel je suis éligible. Donc, je suis éligible à demander ce rôle-là. Donc, je vais faire activer. Je vais demander ce rôle pour... Hop, pardon. Il y a une vérification supplémentaire qui m'est demandée. Donc, pardon. On va commencer par ça. Donc, je vais faire la partie MFA. Si vous voulez, vous voyez le code. Voilà, donc je reçois mon code. 01 35 99. Voilà, donc je passe la partie MFA. Dès que j'ai passé la partie MFA, j'ai la possibilité effectivement maintenant de demander l'accès. Ça arrive à ce rôle. Ça ne saurait tarder. Allez, voilà, c'est bon. Donc j'ai la possibilité de dire effectivement, oui, je souhaite démarrer, mais attention, ça démarre à partir de demain, par exemple. Pourquoi pas?
Voilà, à partir de demain, 16 h. Et j'en ai besoin que pour 1 heure, parce que c'est pas énorme. Et le motif, c'est j'en ai besoin. Non. Je dois lire, je vais arriver, les paramètres. Voilà. Et je vais faire, moi j'ai la barre qui me gêne, activer. Une fois que j'ai fait ça, l'approbateur va se voir la demande. Donc je vais retourner vite sur mon compte d'approbation qui est ici. Donc ici, All Services. Donc je suis sur mon compte administrateur. Hein. Ici, Approve Request. Et voilà, elle est ici. Donc ici, hein, j'ai bien ma demande. Voilà. Et je vais pouvoir l'approuver. OK. À partir de ce moment-là, ben, demain, Gaëtan se fera octroyer le droit, le rôle à adhérer Only. Et ça, je peux faire ça pour n'importe quel truc. On a également les access reviews. Pareil, je vais aller vite. L'access review, ça permet de dire, OK, finalement, j'ai octroyé des droits, je voudrais faire une revue des droits et nommer quelqu'un qui va dire, oui, je veux que cette personne garde ce droit-là ou ne le garde pas. Pourquoi? Parce que trop souvent, que ce soit on-premises ou que ce soit dans le cloud, on met des droits et on garde avec ces droits-là. Et la personne, toute sa vie, va garder des droits que peut-être elle n'a plus besoin. Donc pour ça, on va aller dans PIM. On a ici Review Access. Non, c'est pas là. Mince, j'ai plus la... Je vais arriver. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bougez pas, hein, je reviens. Bien. J'ai un petit souci. Pourtant, c'est ça. Je suis pas fou. Ah non, pardon. Excusez-moi. C'est ici. Oui, c'est ça. C'est ici et c'est Access Review, pardon. Donc là, je vais créer une nouvelle Access Review. Allez, donc, test. Voilà. Quand est-ce que ça démarre? On va dire que ça démarre aujourd'hui. Est-ce que je veux le faire qu'une seule fois? Une fois par semaine? Plusieurs fois par semaine? Enfin, là, j'indique vraiment la périodicité. Une fois, c'est très bien. La date de fin de mon Access Review. Et je vais nommer, effectivement, enfin, je vais leur sélectionner les rôles que je veux, enfin, pour quel rôle je veux cet Access Review. Par exemple, pour AD Read Only. Voilà. Et je vais dire que le reviewer, c'est, donc je vais sélectionner l'utilisateur, c'est Olivier. Voilà. Select. Voilà. Donc ici, j'ai également certaines choses. Donc si le reviewer ne répond pas, ben, je supprime les rôles. Je supprime les accès, pardon. Voilà. Je fais Start. Alors, ça prend un peu de temps. On va basculer sur la suite. Ouais, vas-y, parce que voilà. Alors, en fait, juste pour terminer, ce qui se passe, c'est que l'utilisateur reçoit un mail et il doit dire oui, cet utilisateur-là, je l'accepte ou celui-là, je ne l'accepte pas. Il reste 2 minutes, les gars. Ouais. Ceux qui étaient avant, ils ont pris du temps aussi. Hein. Allez, Jeff, je t'aime bien, Jeff. Vas-y. Allez, pour finir, donc on a parlé de comment protéger avec du MFA d'accès conditionnel, quels étaient les outils, donc avec la protection des identités et l'analyse comportementale, comment de travailler sur les privilèges et les habilitations de manière à travailler avec ce qu'on appelle le principe du less privilège, donc pour s'assurer que les personnes n'ont pas plus de privilèges que nécessaire. La dernière partie qu'on voulait aborder, donc du coup rapidement avec vous sur la protection des identités, c'est toute la partie contrôle et reporting. Et pour ça, donc, ce que l'on utilise et ce que l'on préconise, c'est d'utiliser des infrastructures Azure, donc avec entre autres ce qu'on appelle un Azure Workspace, donc en gros qui est un puits de logs, dans lequel on va venir injecter des logs en provenance de tous les systèmes qui sont capables de faire du log. Donc, et bien évidemment Azure Active Directory, Office 365, des environnements on-prem, des firewalls, ainsi tout un tas de choses. Donc ça tombe dans un Workspace. Une fois que c'est là-dedans, après derrière, on a la possibilité de faire des requêtes sur ces différents logs avec ce qu'on appelle Crypto Query Language. Et surtout, par-dessus, on va être capable de poser le CIEM donc, de Microsoft qui s'appelle Azure Sentinel.
Donc ça donne quoi ensuite réellement? Bon, mais ça ici, voilà, ça c'est l'interface. Partage ton écran, on le voit pas, Jeff. Ouais, j'avais mon écran qui était partagé, mais qui a refusé de se partager. Donc, je vais repartager mon écran. Il faut que tu arrêtes le partage avant, je pense. Voilà. J'arrête le partage. Je Ouais. redémarre le partage. Je dis que je veux partager l'écran entier. J'autorise. Et c'est bon, c'est reparti. C'est parti. C'est bon. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc ici, je suis sur mon environnement sur ce qu'on appelle donc un workspace qui est dans Azure. Donc je peux avoir autant de workspace que ce que je veux. Et on voit que ici sur la gauche, ben, ce sont tous les types de logs qui ont été remontés et injectés dans ce workspace. Donc par exemple pour la partie log management, j'ai des logs de type alerte, j'ai des sign-in logs, j'ai des audit logs. Je vais avoir ici des logs plus dédié à la partie security et audit. Et ça, à partir du moment où j'ai des informations qui remontent dessus, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter mes requêtes. Alors, avec un langage de requête, là, j'ai fait plusieurs sessions sur le sujet, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous communiquer plus en détail sur ces requêtes-là. Mais par exemple, cette requête-là, donc, qui va détecter si j'ai des events 46-25, donc qui sont des erreurs de connexion, mais on voit que globalement, ici, j'ai la liste en dessous de tous les comptes qui ont été tentés pour essayer d'ouvrir des connexions sur mes machines. Ce résultat-là, ensuite, je peux l'exporter, je peux l'afficher sous forme de graphique. Donc voilà, comme par exemple avec cette requête-là. Donc on voit que là, en ce moment, donc hier, j'ai eu, alors que j'ai que quelques VM, j'ai eu plus de 24 000 tentatives de connexion et d'ouverture de session sur mes machines. Voilà. Donc après, comme ça, une fois que les données elles sont dans ce puits de log, ben, je vais pouvoir faire des requêtes diverses et variées. Cette requête-là, qui est un petit peu plus complexe, me montre par exemple, hop, je vais remonter à 7 jours, me montre par exemple, est-ce que j'ai eu des resets de password qui ont été réalisés, par qui, depuis quelle adresse IP, depuis quel pays. Donc là, je vois que, ok, j'ai eu des resets de password en France, c'est normal. Par contre, est-ce que c'est normal que j'ai eu un reset de password qui a été réalisé depuis les US? Voilà. Donc ça, c'est une partie donc pour faire mes requêtes et pour les faire à la main. Maintenant, on va utiliser un CIEM donc, qui s'appelle Azure Sentinel. Et en définitive, Azure Sentinel va s'appuyer sur le workspace. Avec Azure Sentinel, on va être capable ici de configurer des connecteurs vers tout un tas de systèmes qui soient dans le cloud ou on-prem. Donc, on a toute une liste de systèmes qui soient Microsoft. On a du Barracuda, du Checkpoint, du Cisco, du Citrix, ainsi de suite. Donc là, globalement, je configure des connecteurs et du coup, ça va les configurer pour que les logs soient injectés dans mon workspace. Et par-dessus, Log Analytics va me faire de l'analyse. Et c'est là que va s'appuyer toute l'intelligence de ce produit-là. C'est que l'analyse va se faire par corrélation d'événements. Et ça, typiquement, un humain ne pourrait pas le faire lui-même. Voilà. Donc, je vais aller rapidement ici sur cette partie incident pour voir un petit peu le type d'incidents qui m'ont été remontés. Et on va retrouver ici un certain nombre d'incidents. On va retrouver globalement les incidents que je vous avais montré tout à l'heure. Ben voilà, comme par exemple ici un incident qui peut être un incident un petit peu critique. Donc globalement avec une tentative d'opération sur un poste. Et lorsque ici je vais faire l'investigation par rapport à cet incident-là, je vais avoir des informations sur l'incident en question, mais surtout sur le périmètre incriminé. Et là on voit que donc cet incident-là, il porte sur une machine qui s'appelle MSDN Win10, mais il porte aussi sur un utilisateur qui s'appelle Jeff. Et là, du coup, l'idée, c'est qu'à partir de là, peut-être que j'ai aussi des incidents qui sont propres à cet utilisateur. Et de cette manière-là, donc, je vais accroître mon graphe. Et effectivement, on voit que sur cet utilisateur-là, sur sa session, ben, j'ai eu des opérations sur la base de registre, j'ai eu du PowerShell qui vient de s'exécuter, et j'ai eu comme ça tout un tas de choses. Donc, vous voyez que là, ici, je vais avoir, via ce graphe-là, donc ça, quand je fournis ça à mon équipe de SecOps, je vais leur fournir tout un tas de possibilités de voir exactement ce qui s'est passé et de quelle manière interagir. Je pourrais de la même manière ici voir si j'ai eu des alertes qui sont associées à mon poste Windows 10. Si je reviens rapidement dans mon interface, une fois que ici j'ai mon incident, je vais être capable ici de pouvoir lancer des requêtes pour partir à la chasse. Et on va voir qu'en définitive, ces requêtes-là, donc j'en ai un certain nombre qui sont préenregistrées dans l'environnement, mais je vais être capable de pouvoir créer mes propres requêtes. Et si je prends n'importe laquelle, par exemple celle-là, on va voir qu'en définitive, c'est quoi, c'est une requête ici qui vient se faire sur mon workspace. Donc je suis capable ici d'avoir mes requêtes. Je vais être aussi capable de ici avoir des détails sur les analyses qui sont faites. Et donc une fois que je vais poser ça sur mes systèmes,
ben, je vais être capable non seulement de voir qu'il s'est passé des choses sur mes identités, hein, puisque c'est le sujet de la session, mais je vais être capable aussi de faire de la corrélation entre, ok, il s'est passé des choses, j'ai eu des alertes, voire des incidents sur les identités, mais peut-être aussi sur le poste, peut-être aussi au niveau de mon firewall, et donc de cette manière-là, je vais avoir une corrélation complète de tout ce qui se passe. Il faut savoir que ce principe de corrélation est très très important, à tel point que, ben, pour info, maintenant, on a des nouveaux types d'attaques qui, au lieu d'enchaîner les actions dans la foulée, vont prendre du temps et donc vont, par exemple, déclencher une opération une fois par semaine. Et là, du coup, quand c'est une fois par semaine, forcément, la corrélation elle est beaucoup plus compliquée parce qu'il faut que le système soit assez intelligent pour garder en mémoire ce qui s'est passé sur un delta et un délai aussi conséquent. Donc, je vous conseille, si vous intéressez sur cette partie sécurisation des identités et surtout sur toute la partie analyse qui va avec, donc de regarder ce qui se fait avec Sentinel. Pour information, maintenant, les formations donc sur Azure Sentinel sont disponibles dans ce qu'on appelle les Microsoft Learning Pass. Donc vous avez toute une session de formation en ligne à suivre. C'est gratuit, donc n'hésitez pas, allez-y, suivez ça. Et après, vous pouvez vous aussi monter ça avec un petit abonnement de type MSDN. Vous pouvez commencer à jouer de manière assez facile avec Sentinel. Donc, avant que ces faits-là ne tapent trop fort sur la table, on va s'arrêter là. C'est bon, intéressant, donc c'est cool. Cool. Merci. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, des suggestions, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur le site des Identity. Voilà, on est que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, on est à peu près sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un peu plus d'informations. Et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette session-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci, session super intéressante. Ciao, ciao.